Match épique au Santiago Bernabéu et nouvelle réussite du Real Madrid qui a arraché son billet pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Retour sur ce match, c'est le débrief de Real France, c'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un débrief heureux avec la qualification du Real Madrid contre l'Atlético pour les demi-finales pardon, de la Coupe du Roi. On se retrouve donc dans le dernier carré de cette compétition un petit peu maudite pour le Real Madrid. Et on va revenir sur ce match avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Écoute, ça va très bien après cette qualification. J'imagine que tu as dû vivre de belles émotions également en direct du stade. Exactement. Il faisait froid, mais ça valait la peine d'être vécu. Petit résumé du match rapidement. On a un Real Madrid qui va être timidement entreprenant, je dirais, sur le début de match. Une grosse occasion pour Vinicius, mais finalement rien à faire concrètement pour Oblak. En face, l'Atlético ne montre pas grand-chose non plus jusqu'à cette 19e minute de jeu. Une superbe action conclue par Alvaro Morata. Derrière, la réaction du Real est toujours timide, hein. On a juste une énorme situation sur un coup de pied arrêté. Je crois que c'est Militao qui met sa tête ou pas loin. Bref, ça rentre pas. À noter qu'on a perdu Ferland Mendy peu avant la pause et donc réajustement de Carlo Ancelotti avec Camavinga qui va passer latéral gauche et Ceballos qui rentre en jeu au milieu de terrain. Real Madrid réveillé en revanche au retour des vestiaires. L'Atlético étouffé, c'est pas du tout le même Real, mais le Real voilà trouve pas la faille. Diego Simeone lui va blinder défensivement et puis la magie va finalement opérer avec Rodrigo qui va égaliser à 10 minutes de la fin. Il relance donc totalement le Real. Derrière, attention quand même, parce qu'Antoine Griezmann manque une énorme occasion, mais on ira bien en prolongation, comme lors des cinq précédents face à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Et puis dans les prolongations, le Real va remettre un coup d'accélérateur, puis va à nouveau trouver la faille grâce à Karim Benzema. L'Atlético a été réduit à 10 entre-temps. Je l'ai déjà dit, Simeone a blindé, il a sorti ses attaquants, donc l'Atlético n'aura pas de quoi inquiéter véritablement le Real. Et puis Vinicius va clouer le spectacle. Bref, un Real Madrid qui s'impose, Rota, 3 buts à un. Elle fait du bien celle-là pour le retour au Bernabéu. Ouais, elle fait du bien. Après, moi, je suis absolument pas du tout content du contenu. Je suis même très, très énervé. Je pense que si l'issue du match avait été différente, j'aurais été encore plus énervé que ça. Et je pense que le débrief aurait un tout autre thème et une toute autre envergure. Mais oui, évidemment, elle fait du bien. On retrouve les demi-finales. Je crois que c'était pas arrivé depuis la saison 2018-2019. Ça fait 4 ans. Donc forcément, une victoire à domicile après 77 jours d'absence dans un derby avec un très très beau but de Rodrigo, histoire de faire saliver un petit peu les supporters et puis terminer par une qualification en demi-finale. Évidemment que ça fait du bien au moral et que pour la suite, ça s'annonce forcément de bon augure parce que le Real avait besoin aussi de regain de confiance. Et là, on commence à enchaîner après Bilbao. Et je pense que ça va faire du bien à tous les joueurs. Ouais, avant de parler des bonnes choses, parce qu'il y a eu des bonnes choses aussi, tu as raison, Ota, de mettre le point d'abord sur le point négatif, sur les points négatifs, parce que c'est vrai qu'on se doit de noter que malgré la qualif, on a eu un Real Madrid quand même très faiblard sur la première période. On en parlait sur la preview, quel serait le 11 de Carlo Ancelotti. Il a repris les anciens, comme on pouvait s'y attendre, pour le même résultat, les mêmes problèmes constatés depuis un moment, et notamment depuis la blessure de Tchouaméni. Ouais, c'est ça. On s'attendait à ce 11-là. On en avait parlé. On a eu ce 11-là et on a eu les mêmes problèmes. On fait une première mi-temps absolument catastrophique. C'était déjà le cas face à Villarreal et c'est bien trop souvent le cas en ce moment. Le Real ne joue qu'une mi-temps sur deux. Bien souvent, c'est la première qui le loupe. Certaines fois, ça va suffire comme face à Villarreal. Là, on a besoin de la prolongation. C'est très bien. L'issue est positive, mais jusqu'à quand? Et est-ce que ce sera toujours le cas? La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, le Real a énormément de mal dans les gros matchs parce que, mis à part Bilbao, ce match-là, pour moi, est loupé. Le match face à Villarreal, il y a une mi-temps de loupé. Le match face à Villarreal en coupe est loupé. La Super Coupe, c'est une prolongation, enfin des pénaltys et puis une finale loupée. Leipzig, c'était loupé. Donc la dernière, il faudrait remonter en octobre pour voir une victoire du Real face à un adversaire de taille. Donc moi, je pense surtout à la suite et je pense surtout aux conclusions qu'il faut tirer de tout ça. C'est que le Real est malade quand même
et que le Real n'est pas bon sur 90 minutes. Et malgré ça, on a un Carlo Ancelotti qui continue à mettre le même système en place, qui n'innove pas. Et ça me dérange un petit peu pour le coup. Tu parles d'un Real qui joue une mi-temps sur deux, parce que finalement, surtout le problème, c'est pas plutôt un Real qui est à réaction. Parce que sur la première mi-temps, bah, de toute façon, on le voit dès la composition de départ. On était sur un combat tactique avec Simone, comme on l'a vu. Un système défensif pour Carlo Ancelotti, parce que tu as Valverde à droite, tu as Nacho à droite. Bon, là, c'est du bricolage, mais un peu par défaut, mais Mendy à gauche aussi de l'autre côté. Euh, Tu remets Kamavinga au milieu de terrain avec Toni Kroos et Luka Modric. Enfin, on est sur du bricolage, mais j'ai surtout l'impression qu'on a un réel à réaction, en fait. Ouais, c'est un Real à réaction, mais ça part quand même de ces compos-là. Le Real, pour moi, c'est l'entrepôt du bricolage, en fait. C'est Brico Dépôt, tout simplement, parce que on est tout le temps en train de faire du bricolage et on l'a encore vu suite à la blessure de Mendy. Alors certes, Kamavinga pour moi fait une performance XXL aujourd'hui, mais on tente de mettre un 6 en latéral. On n'a déjà pas beaucoup de sentinelles à proprement parler, mis à part Tchouaméni. Donc déjà là, on bricole au début du match puisqu'on met Kamavinga dans une situation qui n'est pas des plus confortables parce que c'est quand même pas son poste de prédilection et son poste de formation. Mais en plus, lorsqu'on a un blessé, on va mettre un latéral, donc enfin un milieu de terrain, pardon, défensif, a priori en latéral, et puis on fait rentrer Ceballos et on a trois profils qui sont assez similaires au niveau créatif, mais très peu défensifs. Et du coup, ça pourrait engendrer un déséquilibre. Fort heureusement, ça n'a pas été l'issue de ce match parce que forcément le Real Madrid a élevé son niveau en deuxième mi-temps et surtout j'ai pas trop compris comment l'Atlético n'est pas resté sur ce même rythme. Je pense qu'il y avait un peu de fatigue, mais je pense que s'il joue le même match et s'il ne recule pas en seconde période, je pense qu'il nous plie et puis c'est terminé. Mais bon, on va dire aussi qu'il y a eu un sursaut d'orgueil et oui, c'est un Real à réaction, mais comme je le dis, ça a marché l'an passé, ça marche. Tant que ça marche, on est content, on est satisfait. Maintenant, si on analyse un petit peu plus en profondeur, c'est pas, on prend pas tant de plaisir que ça, ou en tous les cas, on prend du plaisir parce qu'il y a des victoires, mais après dans le jeu, c'est pas non plus très très folichon. Et je pense qu'il y a quand même mieux à faire avec cet effectif-là, malgré toutes les problématiques auxquelles fait face Ancelotti. Je dis pas que c'est simple, il y a des blessés, il y a forcément des choses à bricoler. Il doit faire avec son effectif également, mais je pense qu'il fait confiance à 16 joueurs, pas plus, et ce qui fait que ce bricolage-là nous amène à forcément des entames de match assez similaires. Ouais, collectivement, c'est toujours aussi compliqué. Sur le plan individuel, commençons par le négatif, les flops. Tony Cross. Ouais, Toni Kroos a pas été au niveau. Je pense que de toute façon, lui comme Luka Modric à être dans ce milieu à trois, ils se sont fait souffrir individuellement et collectivement dans le milieu parce que je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue. Moi, j'ai pas du tout compris pourquoi Luka Modric a fait tout le match. Pour moi, c'est insensé. C'est insensé déjà parce qu'il a besoin de repos, parce qu'il a l'âge qu'il a et parce il était pas bon. Il est monté en puissance tout de même, mais aussi parce que l'Atlético était un peu plus fatigué et parce qu'ils ont pris un carton rouge. C'est là où il a un peu plus brillé, mais pour moi, c'est indécent qu'il puisse terminer ce match. Soit Ribas doit rentrer plus tôt, soit Mario Martin doit rentrer plus tôt. Mais dans tous les cas, on ne peut pas se permettre de faire jouer ces joueurs 120 minutes lorsqu'ils sont aussi mauvais, malgré leur statut et surtout avec les échéances qui arrivent. Tony Cruz a souffert aussi, je pense, d'un coup de pompe, tout simplement. Je pense que lui est fatigué également. Et puis, face à ce milieu de terrain de l'Atlético, on le sait, il y a beaucoup de volume de jeu. Il y a eu beaucoup de vitesse également. Et on sait très bien que Tony Cruz ne brille pas dans ces aspects du jeu. Et puis, en plus de ça, Camavinga qui le délaisse un petit peu au milieu de terrain. Donc, l'assise défensive qu'il a derrière lui le laisse un petit peu. Ce qui fait que lui se recentre un peu en fausse sentinelle. Et c'est encore une fois pas du tout son rôle préférentiel. Donc, il a souffert. L'autre joueur qui, ça commence à faire quand même, lui, concernant Fede Valverde. Encore compliqué ce soir, hein. Ouais, Fede Valverde. Après, j'ai envie de le défendre un petit peu parce qu'il est toujours baladé à des postes différents suivant les matchs. Et voilà, c'est pas super simple non plus. Mais oui, en première mi-temps, il perd énormément de ballons, tout comme Nacho que j'ai trouvé pas très bon aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai lu les notes un petit peu avant. Je pense qu'on est en contradiction pratiquement sur la totalité des appréciations. Je suis Ah pas ouais. du tout d'accord pratiquement avec tous les joueurs. Mais bon, ça arrive. Hein. Des fois, on est très d'accord. D'autres fois, non. Là, pour le coup, ce soir, je suis d'accord avec pratiquement rien.
à part peut-être D'accord. Courtois. Mais ouais, moi j'ai trouvé par exemple Nacho pas bon du tout. Je le trouve pas bon sur ce match. J'ai trouvé qu'il est monté aussi en puissance, mais pareil parce que l'Atlético a reculé, donc il avait beaucoup plus d'espace. Mais quand on a été acculé, il n'a pas été bon. Et surtout en première mi-temps, je pense qu'entre lui et Valverde, ça doit être 29 ballons sur 30 perdus. Je pense qu'ils n'ont pas fait une seule bonne passe. Et moi je trouve que c'est forcément préjudiciable parce qu'on perd 1-0 sur cette mi-temps et qui sont responsables du mauvais rôle du Real. Ouais. Donc oui, il fait des Valverde. Je pense il est passé à côté de son match. Beaucoup de déchets, moins de volume. Et puis dans ce système hybride, encore une fois, je pense que les adversaires, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je pense que les adversaires ont un petit peu compris le système que souhaitait mettre en place Carlo Ancelotti. On essaye d'avoir un faux ailier qui puisse rentrer un petit peu à l'intérieur et défendre pour essayer de déséquilibrer côté gauche avec des renversements de jeu sur Vinicius. Ça, c'est bon, c'est capté, on le sait. Et la preuve, c'est que Vinicius, lui aussi, et là, je suis pas non plus d'accord avec ce que tu as mis dans les notes. Moi, je l'ai trouvé catastrophique tout le match. Et en plus de ça, je trouve que c'est un mélange de Jordi Alba et de Neymar. Il commence à personnellement me briser les burnes. Son attitude, c'est indigne du Real Madrid. Il va falloir vraiment qu'il se ressente sur le football parce que se plaindre à chaque fois et toujours parler, toujours haranguer, toujours l'ouvrir. Moi, perso, c'est tout ce que je déteste dans le foot et c'est tout ce que le Real ne veut pas montrer comme image. Donc, moi, en ce moment, il est en train de m'énerver assez sévèrement. Ce soir, il avait aussi cette attitude-là. Parce que moi, honnêtement, du stade, bon, alors, en plus, maintenant, on est très haut en tribune de presse. J'ai eu la sensation qu'il était, au contraire, relativement calme par rapport à d'habitude. Qu'il évitait Il toutes s'énerve les. sur Savic. Quand il prend son jaune sur Savic, ou Savic prend le premier jaune, Ça, oui. il vient lui prendre le ballon dans les mains. En fait, évidemment que ça peut être instinctif. Moi aussi, je suis joueur de foot à un niveau amateur. On peut tout savoir. Mais lui, c'est tout le temps, en fait. Il a toujours ce geste parce qu'il a envie de se montrer, parce qu'il a envie de prouver, parce que l'Atlético, les supporters en tous les cas, ont mis une poupée de lui pendue sur un pont. Donc il avait envie de prouver aujourd'hui et sa joie sur son but le prouve. Et c'est légitime, c'est normal. Mais il est toujours dans l'excès, il est toujours dans le match vu. Et c'est ça qui me dérange chez lui. Et en tous les cas, moi, ça me donne une image bien moindre, enfin bien moins bonne dans ses prestations parce que déjà, je le trouve pas très bon, même si c'est un joueur à percussion, c'est un joueur qui crée des espaces, qui fait des différences. Mais quand il a énormément de déchets, comme c'est le cas ce soir, et qui en plus il ouvre sa bouche énormément, alors peut-être moins que d'habitude, mais en tous les cas, c'était encore le cas, parce que son carton jaune, il est encore suite à une bouche ouverte. Bah moi, ça me gonfle parce que forcément, au bout de 5 cartons jaunes, il va prendre sa suspension et ça va arriver très bientôt puisqu'il en prend un par match. Ouais, ouais. Sur le plan purement sportif, effectivement, il a eu. Moi, je pense qu'il n'est pas passé avant vraiment la fin du match. Je crois que son premier dribble sur Molina, il l'a réussi 85e ou peut-être même dans les prolongations, je sais plus. Mais effectivement, sur le plan sportif, il y aura deux énormes occasions aussi. C'est ça. Au niveau des tops, ton homme du match. Il y en a deux, mais oui, allez, je vais mettre pour le coup le même que tu as mis aussi dans les notes. Militao, énormissime. Militao dans les airs, c'est certainement le meilleur défenseur du monde. On le dit, on le répète, mais c'est impressionnant. Tous les corners, tous les coups francs, tous les centres, il est toujours à la tombée, il est bien placé, il a du timing, il a de l'envie, donc il est énormissime. Il a débordé au moins 3 ou 4 fois à droite. Il a pris l'espace, même au centre, au milieu du terrain au moins une 7 ou 8aine de fois, ce qui est énormissime pour un défenseur central. En fait, il a une envie qui est colossale et il a un volume de jeu qui est absolument impressionnant, en plus de ne pratiquement perdre aucun duel défensif. Donc ouais, on frôle la perfection sur ce match pour moi. J'ai trouvé vraiment Militao exceptionnel. Et puis Kamavinga, je l'ai trouvé très serein, très très bon en milieu de terrain. Bien sûr, moins créatif qu'il pourrait l'être avec un rôle un petit peu plus haut en tant que relayeur. Mais en plus, après, on le met sur le côté gauche. Moi, je me suis dit, voilà, Ancelotti nous fait une déchange, je comprends pas trop. Mais force est de constater en tous les cas que c'est une vraie solution de repli, même si le Real ne doit pas se fixer là-dessus. Mais c'est une solution de repli quand on voit l'abnégation et l'envie qu'il met lui aussi à effectuer ce rôle-là. En plus, il a une qualité balle au pied qui est incroyable. Il est jeune, il a du potentiel. Franchement, grosse copie de sa part également. Ouais. Je parlais de Mitao en homme du match. T'as trouvé comment Rudiger à ses côtés? Un peu plus rassurant, mais c'est quand même toujours pas Un petit peu mieux que d'habitude, ouais. à la relance, Un balle au petit peu pied, il fait mieux. peur quand même, hein.
il fait peur. Et puis il y a le même problème d'alignement. L'alignement, c'est catastrophique. Sur le premier but, sur la passe de Coquet, c'est lui qui couvre. Parce que si on analyse bien, je pense que les trois quarts des gens qui vont regarder ce but vont se dire Militao, il a un temps de retard sur Morata. Sauf qu'à mon sens, Militao est très bien aligné avec sa défense et que le fait que Rudiger couvre tout donne un temps de retard à Militao et on s'attend pas à ce qu'il y ait une passe en une touche de balle de Molina pour Morata. L'action est magnifique de la part de l'Atlético, il faut le souligner également, mais je pense que cette couverture fait qu'on prend encore ce premier but. Donc voilà, ça fait 3 4 voire 5 fois que c'est le cas. C'est pas ultra rassurant, effectivement, mais ça a été quand même dans l'ensemble un petit peu mieux au niveau des duels défensifs remportés par l'Allemand. Donc voilà, on va se garder ce petit côté positif. Ok. Autre perf sur laquelle tu veux revenir. Moi, par exemple, j'ai Benzema qui est décisif, mais que j'ai pas trouvé bon. Alors, il fait un bon début de match, mais alors la deuxième mi-temps, le nombre de mauvaises passes, de mauvais choix, j'étais choqué presque. Enfin, c'est très rare Ouais, de le voir rater autant, mais c'était vraiment catastrophique. Il jouait vraiment à contre-temps, le mec. ouais, c'est ça. Premier quart d'heure de folie, je l'ai trouvé très bon dans ses décrochages. Encore une fois, pas dans ses passes, dans ses contrôles, chose qu'il maîtrise à la perfection. Et puis ouais, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, incroyable. Quand fallait jouer à gauche, il joue à droite et vice Ah ouais. versa. Énormément de mauvais choix, de ballons perdus, de mauvaises décisions. C'est bah justement, c'est assez rare pour être souligné. Mais ouais, je pense il rend pas une très très bonne copie. Après, comme tu l'as dit encore une fois, la trempe des grands joueurs, un petit peu comme Vinicius sur lequel j'ai énormément tiré et je pense on va un peu me fracasser dans les commentaires, mais qui est décisif lui aussi, même si je pense il profite d'une énorme fatigue sur des joueurs d'Atlético sur le troisième but. Mais C'est voilà, des- Benzema, il est là où on l'attend également et voilà, c'est la force des grands joueurs, mais c'est vrai que sinon dans le jeu, comme je l'ai dit, c'est rare pour être souligné, mais Benzema était un peu moins bon que la moyenne ce Mm. soir. Et pourtant, je trouvais qu'il avait des jambes. Enfin, il était très disponible, mais c'est vrai qu'au niveau dans le jeu, quoi, au niveau des passes, les choix, il jouait vraiment à contre-temps. C'est très, très étonnant. Même sur la 80, à la 95e, là, en fin de match, avant les prolongations, Militao qui fait un superbe appel. Même là, il fait la mauvaise passe, il la donne à contre-temps, il la donne trop tôt alors qu'il la donne un temps en retard, enfin plus tard. Militao Mais peut. même en prolongation, je sais pas si tu te souviens, il est dans une position de latéral droit. Déjà, on comprend pas ce qu'il fout ici. Et il tente de donner un ballon le long de la ligne à Modric, ou Modric le demande dans l'axe. Je sais pas, il y a au moins 14 mètres d'écart entre la passe et l'appel. Et c'est vrai que c'est rare chez Benzema, Ouais, mais bon, c'est un immense joueur. C'est le capitaine du évidemment. Real. Et voilà, il était là quand il fallait pousser au fond. Et c'est ça qu'on aime. Autre perf sur laquelle tu veux revenir? Non, pas spécialement. J'ai trouvé que Ceballos a été peut-être un peu moins tranchant que d'habitude, mais son entrée est quand même Bonne. encore plutôt correcte, hein. Je pense que c'est quand même une bonne entrée dans l'ensemble. Il arrive à canaliser le jeu, à tempérer un petit peu. C'est très difficile de lui prendre le ballon. Il a eu un peu plus de déchets dans les passes. Par contre, il a récupéré un paquet de ballons. Et ça, c'est à souligner aussi. C'est un domaine dans lequel je trouve il excelle. Et pourtant, c'est pas la chose à laquelle on penserait en le voyant, mais c'est quand même un bon récupérateur de balles qui lit assez bien le jeu de par ses anticipations. Donc, je pense que c'est aussi une bonne performance. Et même si on l'a pas très très bien vu, j'ai aimé Asensio aussi dans le sens où je pense que ce qu'on pourrait voir à l'avenir quand le Real est en difficulté, c'est ce système en 4-2-4. On arrive à avoir Asensio qui est un faux ailier droit, qui est un peu intérieur, qui est un peu réaxé au milieu de terrain et qui peut exploiter à fond ses capacités. Et où on a Vinicius, Benzema et Rodrigo, mais Rodrigo qui est un immense électron libre, même si ça peut être dangereux pour l'équilibre défensif, mais Rodrigo qui va quasiment être à gauche avec Vinicius, mais qui va vraiment graviter autour de Karim Benzema et donner énormément de possibilités au Real. Et ce que ça m'a montré, en tous les cas, ce 4-2-4, c'est que quand le Real est mené et n'a aucune présence dans la surface, comme c'était le cas, parce que je pense que tu l'as vu aussi, il y a zéro présence. Quand Vinicius déborde, il y a Benzema dans la surface face à 8 joueurs de l'Atlético. Je Pas vois toujours. Modric qui à deux ou trois reprises levait les bras pour dire ouais, j'ai pas la balle. Mais en fait, si vous voulez pas courir, les mecs, faut pas faire de foot parce que il y a personne qui va se jeter quand on perd 1-0 contre l'Atlético. C'est la 65-70e minute de jeu. Faut se jeter dans la surface. On n'a qu'un mec présent. Et ce 4-2-4, je trouve qu'il a apporté un petit peu de solution offensivement. Et même si c'est un système qui est dangereux, quand le Real est mené, je pense que c'est un système qui peut être super viable parce qu'on peut le faire on peut faire ça avec une sentinelle et puis un Luka Modric ou un Toni Kroos qui va réguler et créer un petit peu le jeu et avoir deux électrons libres que sont Asensio et Rodrigo pour
pouvoir apporter offensivement. Et ça, je pense que ça peut être très intéressant. Ouais. Et Rodrigo, ouais, un mot quand même sur Rodrigo qui fait une diff, enfin, qui fait la diff. Je trouve qu'il a eu un quart d'heure, mais vraiment un quart d'heure de folie, là où il prenait la balle quasiment systématiquement plein axe à 40, 45 mètres du but de l'Atlético. Il accélérait tout droit. Il jouait le 1-2, il cherchait Benzema ou Vinicius pour le 1-2. Il accélérait. Il avait un petit espace, les petits crochets. Mais tu vois, derrière, j'ai presque été déçu en fait de sa fin de match après son but. Parce qu'après, je trouve qu'il s'est un peu éteint. C'est un peu ce genre de joueur. Très souvent, quand il est titulaire, on se le dit, on l'a pas vu du match. Je sais plus quel match il a joué en championnat où je me suis rendu compte à la 60e minute de jeu qu'il était encore là, quoi. Ça arrive. Soit il est éteint, soit il nous marque des golazos comme il a mis aujourd'hui. Il est à deux doigts sur sa frappe un petit peu enveloppée de mettre un deuxième but en 5 minutes, ce qui aurait été extraordinaire. En fait, il a une capacité de dribble, une capacité, à jouer, à faire jouer les autres qui est impressionnante. Balle au pied, je trouve qu'il est très élégant et il est souvent très juste et très efficace. Mais il a aussi cette capacité à ne pas forcément trop participer au jeu et à se perdre un petit peu, à s'éteindre au fur et à mesure d'une partie. C'est un peu dommage, mais je pense que c'est un aspect tactique sur lequel il doit et il va progresser sans nul doute. Mais encore une fois, ouais, son but est salvateur, premièrement, et puis il est absolument extraordinaire. C'est l'un des buts de l'année 2023 jusqu'ici. Ouais. En conclusion, tu retiens quoi de ce match? T'es pas rassuré du coup sur le plan collectif? Je suis pas rassuré du tout sur le plan collectif. Par contre, je suis rassuré par quelque chose que tu as souligné, c'est que le Real Madrid est un club à réaction et dans tous les cas, le Real Madrid est un club qui arrive à gagner, même en étant moins bien, en étant mauvais, en étant pas très bon en tous les cas. Donc, un Real Madrid qui arrive à l'emporter, à gagner ce genre de rencontre en n'étant pas top, eh ben, ça peut qu'être positif pour la suite parce que quand tout va rouler, forcément, on devrait marcher sur les autres. Donc voilà, on va retenir en tout cas cet aspect positif-là. Mais c'est vrai que dans le jeu, dans le contenu, j'ai pas pris mon pied aujourd'hui et j'ai même été plutôt très souvent inquiet plutôt que très souvent rassuré durant la partie. Et une autre donnée que l'on évoque finalement jamais, qu'on n'a jamais évoqué, il y a aussi le fait quand même que finalement le Real Madrid a mis du temps avant de rejouer au Bernabéu et donc a enchaîné quand même beaucoup de matchs à l'extérieur. Et je pense quand même qu'avoir des matchs comme ça à domicile, ça fait énormément de bien. Juste avant le but là de Rodrigo, 2, 3 minutes avant, je sais pas, je peux pas t'expliquer ça. Bah si, enfin, toi tu dois comprendre ce sentiment parce que tu as fait des soirs au Bernabéu. Mais le public s'est levé. Il y a eu tout le monde sentait, je pense que tout le monde sentait que c'était le moment de pousser parce que c'est le moment où on allait faire craquer l'Atlético. Je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a eu ce sentiment dans le stade. Et je pense que du coup, jouer au Bernabéu quand même de temps en temps et pas enchaîner autant à l'extérieur comme on vient de le faire, je pense que ça peut aussi faire du bien à la dynamique de l'équipe parce que quand tu as le 12e homme, forcément, ça change beaucoup de choses. C'est sûr, c'est sûr. Le Real a enfin, le public madrilène a cette faculté-là, c'est de sentir les choses et puis de vraiment être un douzième homme comme tu l'as stipulé. J'ai connu des soirées incroyables à Bernabéu, donc oui, forcément, j'ai senti cette sensation-là. C'est vrai que c'est difficilement explicable. On peut le dire, n'importe qui est venu à Bernabéu, s'il est venu se faire un Barça Valence, pardon, un Real Valence ou un Real Leganés ou un Real Alaves, forcément il va se dire le Bernabéu, c'est un cimetière, il n'y a pas d'ambiance. Et franchement, force est de le reconnaître, il n'y a pas une énorme ambiance à Bernabéu. Par contre, Non. dans ces rencontres-là, dans un derby, dans un classico, dans des matchs à haute intensité pardon, en Ligue des Champions, et qui plus est quand le Real est mené, le Bernabéu n'a aucun égal au monde. Et je peux vous le dire, je suis pas le mec qui a parcouru le monde entier, mais j'ai fait plus de 40 stats dans le monde entier. Et franchement, je peux vous assurer que dans un gros match, une ambiance comme il y a à Bernabéu et cette sensation de pouvoir soulever n'importe quelle équipe, même en étant mauvais, je l'ai jamais vu ailleurs. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, là, j'ai découvert, moi, ce sentiment dans une soirée aussi spéciale. Bref, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, je pense, autour de ce match, cette qualif du Real Madrid. Donc, demi-finale en Ligue des Champions. Je sais pas c'est quand le tirage, dans les prochains jours, je suppose. Ouais, très vite. Bref, sur ce, merci Rota, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous, comme toujours. Merci pour votre fidélité. D'abord, évidemment, le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, hein, comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, on se dit à très vite, dès demain sur Alphonse. Allez, ciao.